Bonjour à tous, bouger, c'est bon pour la santé, tout le monde le sait, mais jusqu'à quel point? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Comment on fait pour s'y mettre? Eh bien on vous propose une série de 3 causeries pour en parler. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver encore pour une nouvelle série de causeries. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique et santé. Ça sera le thème de ces 3 causeries et dans celle-là, plus particulièrement, nous nous intéresserons à la sédentarité et à l'activité physique. Autrement dit, on l'a tous déjà entendu, faire du sport c'est bon pour la santé, bouger c'est bon pour la santé, mais jusqu'à quel point précisément? Qu'est-ce que ça nous apporte très concrètement? Est-ce que ça apporte pareil à tout le monde? Quelle activité physique? De quoi on parle? On va essayer aujourd'hui avec le docteur Bruno Lemarchand qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur Lemarchand. Bonjour Cédric Pedre. Nous allons répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Alors Avec avant plaisir. de nous y plonger peut-être pour que ceux qui nous regardent puissent savoir un peu qui vous êtes donc docteur Lemarchand et qu'est-ce que vous faites? Alors Bruno Marchand, je suis médecin rééducateur, médecin du sport et je suis le responsable de l'unité fonctionnelle de médecine du sport du CHU de La Réunion. Voilà, donc effectivement, la bonne personne pour pouvoir nous aider à, en tout cas, nous éclairer sur ces sujets et en savoir un peu plus sur quel est vraiment l'intérêt de se mettre à l'activité physique. Alors, je vais tout de suite commencer par la question la plus simple qui nous vient à l'esprit finalement, faire du sport, faire une activité physique. Alors oui, tout le monde l'entend, c'est bon pour la santé, c'est un terme très générique, mais qu'est-ce que ça veut dire c'est bon pour la santé? Plus précisément, ça nous apporte quoi? Alors, j'allais presque dire, je peux peut-être passer la première diapo, c'est ne pas faire du sport est mauvais pour la santé, ne pas bouger. Alors, il ne faut pas confondre le sport qui est dans un cadre très réglementaire, où il y a des règles du jeu, il y a un cadre et on vise la performance, et l'activité physique. Le sport est un type d'activité physique, mais on peut faire de l'activité physique en dehors de faire du sport. Et actuellement, si on veut ne pas faire d'activité physique, parce que ces dernières décennies, en fait, le problème s'aggrave. Aujourd'hui, mondialement, la sédentarité et l'inactivité physique est parmi peut-être le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde. Grosso modo, c'est à peu près pareil que le problème du tabac sur la santé mondiale. Et ça s'aggrave au fil du temps. Donc c'est un énorme problème. Depuis quelques décennies, par exemple depuis... il y a une centaine d'années, l'homme bougeait 5 heures par jour à peu près, et l'homme a 3 à 5 millions d'années à peu près. Du coup, en fait, l'être humain est fait pour bouger, et depuis quelques décennies, de manière extrêmement importante, devient complètement sédentaire en raison de notre mode de vie. Juste pour pardonnez-moi de vous couper, donc sédentaire, ça veut dire ne pas bouger. Alors c'est ça, la sédentarité, c'est par définition en fait un état d'éveil, parce que quand on dort, on considère qu'on n'est pas sédentaire et qu'on ne bouge pas. Par exemple, actuellement, on est assis et on rajoute des minutes de sédentarité à notre journée. Assis, allongé, sans bouger. Et l'inactivité physique, c'est ne pas faire d'activité physique. C'est-à-dire que si je marche, je me promène un petit peu et donc là je suis inactif. C'est le contraire de l'activité physique, qui est une activité d'intensité modérée, de travail musculaire ou cardiovasculaire. Voilà, les recommandations sont de faire par exemple 75 minutes d'activité physique intensive par semaine ou 150 minutes d'activité modérée cardiovasculaire par semaine, et du renforcement musculaire d'ailleurs 2 fois par semaine. Donc ça c'est de l'activité physique. Ne pas faire ça, c'est l'inactivité physique. D'accord, donc la base est effectivement posée. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on y gagne ou qu'est-ce qu'on y perd? Alors c'est ça, déjà on y perd énormément pour notre santé à être sédentaire. Le temps de sédentarité augmente dans nos sociétés développées, mais d'ailleurs dans quasiment tous les pays du monde. Et l'impact sur la santé est néfaste en augmentant le temps de sédentarité. On voit sur ce schéma par exemple le temps de sédentarité en nombre d'heures par jour. On peut prendre le schéma complètement à droite. Sur les abscisses, on voit 4 groupes
qui est séparé en fonction du nombre d'heures de sédentarité par jour. Donc on voit moins de 4 heures par jour, 4 à 6 heures par jour, 6 à 8 heures ou plus de 8 heures par jour. C'est dans le groupe, donc tout à droite, qui fait moins de 6 minutes d'activité par jour, d'activité physique. Donc des personnes qui sont complètement inactives, et on voit que plus on est sédentaire, plus la mortalité du coup en ordonnée est importante. Et du coup, si on prend là les colonnes à droite avec un taux de sédentarité de 8 heures par jour, on voit que plus on est actif, plus la mortalité diminue. Et du coup, si on fait plus d'1 heure d'activité physique modérée par jour, on diminue sa mortalité. Mais il y a quand même un intérêt à ne pas être sédentaire et ne pas rester assis ou allongé plusieurs heures par jour. Donc ça, c'est une étude scientifiquement quasi indiscutable qui est parue dans le Lancet. C'est une méta-analyse de plus d'1 million de personnes. Donc on voit qu'il y a un bénéfice non seulement à faire de l'activité physique, mais en plus à ne pas être sédentaire. Il faut faire les deux. Donc c'est ça, hein, si je comprends bien, effectivement, donc la sédentarité, c'est le nombre d'heures dans la journée où on est assis ou allongé, pour faire très très simple. Ouais. Donc là, on a effectivement entre 4 et 6 heures, moins de 4, 4 et 6, 6, 8, etc. Et donc on croise ça avec bon, ceux qui passent, par exemple, si on en compare, hein, je reprends ce que vous disiez, 6 à 8 heures de sédentarité par jour, si on compare ceux qui font 5 minutes d'activité physique et tout à gauche ceux qui font 1 heure, on voit qu'effectivement il y a un gain, alors qu'on dit la mortalité qui baisse, ça veut dire qu'on gagne en années de vie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Répondre aux recommandations globales de l'OMS, faire 5 à 10 heures d'activité physique par semaine, augmente à peu près de 8 ans l'espérance de vie et de 8 ans l'espérance de vie sans incapacité. D'accord, donc 5 à 8 heures d'activité physique par semaine, c'est plus 8 ans d'espérance de vie sans incapacité. Voilà. C'est quand même pas rien. Ouais, c'est relativement intéressant. Alors, activité physique, peut-être aller un peu plus loin, quelle forme d'activité physique? Il y en a des meilleures que d'autres, tout le monde n'en est pas au même stade, il y a des gens qui sont plutôt sportifs, d'autres pas du tout. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce terme activité physique? Alors on voit que plus on est sédentaire, pire c'est, et déjà bouger un tout petit peu dès les premiers pas, ça va être bénéfique. On parle beaucoup du nombre de pas par jour par exemple, et on voit que la mortalité diminue en fonction du nombre de pas par jour qu'on effectue. On voit sur le schéma de gauche par exemple, qui est une étude, qui est une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de plusieurs études d'extrêmement bonne qualité, que la mortalité diminue en fonction du nombre de pas par jour. Alors déjà, entre 0 et 4000 pas par jour, donc on est extrêmement sédentaire et après on peut être moins sédentaire mais relativement inactif quand même, la mortalité diminue d'à peu près 50%. Si on passe à peu près 7500 pas par jour, la mortalité diminue encore. Et des fois on dit 10 000 pas par jour parce que c'est un chiffre rond, mais grosso modo entre 7000 et 10 000 pas par jour, on va avoir un vrai gain. Et après, si on marche de plus en plus, il n'y a pas de réel gain pour la santé. C'est ça, au-delà des 10 000. Ouais, voilà. En faire beaucoup et longtemps, il n'y aura plus vraiment de gain. Par contre, on aura un gain à mettre de l'intensité. On voit par exemple sur le schéma de droite que 5 minutes de course à pied est à peu près aussi bénéfique que un quart d'heure de marche. Et que de toute façon, au bout d'un moment, on ne pourra pas avoir les gains en ne faisant que marcher qu'on aura pour la course à pied. Et alors pour souligner l'importance des chiffres, c'est l'équivalent à peu près de 3 quarts d'heure de course à pied par jour d'activité modérée diminue la mortalité de 50%. D'accord, donc effectivement, l'intérêt à se mettre à bouger d'une part, mais finalement ce que vous dites, c'est un peu plus loin que bouger, parce que marcher c'est déjà alors un peu déjà bouger. Si on ne bouge pas du tout, bouger un tout petit peu, on aura un énorme gain. C'est-à-dire que la personne âgée qui reste toujours dans le siège, au moins bouger un petit peu, déjà il aura des gains importants. On commence à bouger. Quand on bouge un peu plus. Quand on bouge un peu plus, on bouge encore plus. Et si on marche régulièrement, on n'hésite pas de temps en temps à faire de la course à pied. À chaque fois, on aura un gain sur sa santé qui sera important. Dès qu'on essaye d'en faire un petit peu plus, il y a du gain. Un peu plus longtemps, un peu plus intensif. Ça marche pour tout le monde? Alors oui, ça marche absolument pour tout le monde. Qui que vous soyez, ça marche.
on voit sur le schéma de gauche, là peut-être qu'on va pouvoir afficher les bénéfices de la course à pied. Donc j'explique le schéma, il y a des petits pointillés. Si les points rouges étaient à droite des pointillés, pour faire très très simple, il n'y aurait pas de gain de la course à pied. Si le point rouge est à gauche de la course à pied, et notamment que la petite barre ne touche pas les pointillés, il y a un gain statiquement significatif, ça veut dire que c'est scientifiquement prouvé. Donc il y a un gain pour tout le monde. Il y a un gain pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes âgées, pour les personnes jeunes, pour les obèses, pour les sujets sains, pour les malades, pour les fumeurs, pour les alcooliques, pour les non-alcooliques, pour ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Il y a un gain vraiment pour tout le monde. Et sur le schéma de droite, c'est pas la course à pied, c'est l'étude qu'on verra sur le schéma d'après, qui évalue les bénéfices en fait de l'activité physique sur un suivi pareil longitudinal sur plusieurs années. Et on voit également qu'il y a un bénéfice de l'activité physique, encore une fois, tout sexe, tout âge. Si on a des facteurs de risque cardiovasculaire ou pas, il y aura des bénéfices vraiment pour tout le monde. D'accord, donc c'est vraiment, ça concerne du coup vraiment tout le monde. C'est peut-être pas bien visible ici, ça concerne aussi les enfants. Alors oui, c'est pas dans cette étude-là parce qu'on voit que les adultes, mais alors les enfants, oui, d'autant plus. Malheureusement, les enfants sont sédentaires, de plus en plus sédentaires, et on peut donner l'exemple, par exemple, qu'en une trentaine d'années, les enfants ont perdu 25% de capacité aérobie maximale. C'est-à-dire que s'ils font un 3000 mètres, ils vont aller, au lieu de mettre 4 minutes, au lieu de mettre 3 minutes, ils vont mettre 4 minutes. Et ça, l'impact sur la morbimortalité sera énorme. Même, malheureusement, on sait qu'un adulte jeune ou un enfant qui n'a pas été sportif, il y aura une perte de chance qui ne sera pas rattrapable. Bien sûr, on va leur conseiller à l'âge adulte de faire du sport, mais il y aura un impact absolument énorme. Donc il faut absolument que les enfants bougent. Grosso modo, il n'y a que 20% des enfants qui répondent aux recommandations actuelles, et c'est un réel problème de santé publique. Probablement qu'en fait l'espérance de vie va diminuer rien qu'à cause de ce problème-là. Donc c'est d'une importance majeure, d'autant plus en dehors de la morbimortalité, parce que même si on se fichait du fait qu'il soit malade à 50 ou 60 ans, les enfants sportifs ont une meilleure qualité de vie, une meilleure réussite scolaire, une meilleure efficience cognitive. En fait, ils ont tout à gagner. Et c'est la population de demain, et c'est un réel problème civilisationnel, ouais, la sédentarité chez les enfants. Oui, on verra probablement tout à l'heure. Effectivement, là, on parle de gains en espérance de vie ou en bonne santé, entre guillemets. On reviendra sur le fait qu'effectivement, ce ne sont pas les seuls gains, finalement. Il y a aussi des gains en santé mentale, oui, en qualité de vie d'une manière générale. Exactement, oui. Alors, pourquoi j'en parle peu? Parce que souvent, c'est des choses qu'on met au premier plan. On dit oui, bah, du coup, les sportifs, des fois, ils se sentent mieux. Ou, voilà. Des fois, les personnes sédentaires pensent qu'ils n'auront pas de gain de qualité de vie, mais ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que quand ils se mettent au sport, on voit très très bien que des fois, avec besoin de certains conseils, et puis quelques semaines quand même d'efforts, peut-être sans trop de plaisir, au bout de quelques semaines, ils vont avoir un plaisir et ils vont améliorer leur qualité de vie. Et même ils vont en fait gagner du temps parce qu'ils vont avoir, encore une fois, peut-être un meilleur sommeil, mieux trier les idées. Et de toute façon, le temps qu'on dépense pendant l'activité physique, c'est un temps de gain où on n'ira pas chez le médecin, si je puis dire, et du coup, en fait, on gagne du temps. Donc il y a un bénéfice sur la qualité de vie, il y a un bénéfice sur la qualité de vie chez l'enfant. Et ce qui a été prouvé, parce que bon, bah, moi qui suis médecin, on étudie sur toutes les maladies, mais sur les symptômes dépressifs, l'activité physique est probablement le meilleur traitement. Sur la dépression, l'activité physique est au moins aussi efficace que les thérapies, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les deux, mais médicamenteuses et psychothérapiques. Et pour les maladies psychiatriques, pour ceux que ça concerne, il y a également un gain. Et il y a un gain aussi avec une relation dose-intensité. C'est-à-dire que faire de l'activité, tout type d'activité va être bénéfique sur la qualité de vie et sur la dépression par exemple, qui peut concerner de nombreuses personnes, avec un bénéfice à rajouter une certaine intensité. Effectivement, ne pas hésiter à rajouter de l'intensité. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, il n'y a pas de trop. Alors, il n'y a pas de trop. Alors, notamment,
quand on fait des études et on compare en fait par exemple des sportifs de très haut niveau, des sportifs d'endurance, par exemple des professionnels du Tour de France ou des professionnels niveau international de ski de fond, surtout pour les sports d'endurance en fait, à des populations comparables, même eux, et même si c'est discutable, ils auraient une espérance de vie qui serait 5 à 10 ans supérieure à la population. Donc en tout cas, il ne faut surtout pas croire qu'en faire énormément peut être néfaste pour la santé, c'est plutôt l'inverse. Alors on ne peut pas dire à tout le monde, on a notre boulot de devenir cycliste professionnel, on est d'accord, mais n'ayons pas peur, surtout pour les sports d'endurance, d'en faire énormément. Petite parenthèse, parce que je trouve que c'est important de le souligner. Finalement, là, on voit à travers les schémas que vous nous montrez, vous donnez des chiffres relativement précis. Ces chiffres, ils viennent d'où? C'est aussi pour que les gens qui nous regardent se disent, voilà, là on me donne des chiffres, c'est mieux. Mais en fait, pour certaines d'entre elles, je trouve ça intéressant de le souligner parce que je crois que sur certaines, on parle d'études qui croisent près d'1 million de personnes, ou en tout cas des chiffres très élevés de personnes qui permet de dire, comme vous le dites, et vous l'avez dit un certain nombre de reprises quand on avait préparé cette émission, c'est indiscutable. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. La première étude sur la sédentarité que je viens de donner, c'est une méta-analyse sur 1 million de personnes, donc c'est scientifiquement absolument indiscutable, publié dans probablement le meilleur journal scientifique mondial, le Lancet. Encore une fois, peut-être sur le schéma là qu'on peut afficher, ça va être une étude qui a été faite, une étude prospective sur plus de 400 000 personnes qui a été publiée. Du coup, qui ont suivi des personnes en fait en fonction de l'activité physique qu'ils ont faite. Donc on voit sur les colonnes de gauche des personnes inactives avec une activité faible, moyenne, importante, très importante, puis on va vers la droite. Et on voit encore une fois que la mortalité diminue. La mortalité toute cause, là on aboutit à moins de 40% de mortalité. Et on voit aussi, du coup, maladie par maladie, ce qu'il en est. Et c'est en effet scientifiquement indiscutable. Depuis des années, on aboutit toujours aux mêmes conclusions avec une méthodologie absolument indiscutable. C'est de la science pure, c'est sûr et certain. Du coup, c'est intéressant parce que là, ça vient souligner autre chose. On parle là cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, c'est-à-dire que même quand on a une pathologie, parmi celles qu'on a citées là, voire d'autres, l'intérêt reste aussi grand d'avoir une activité physique et de monter en intensité. Oui, c'est ça. Alors là, on parle souvent en fait pour le sport santé d'activité cardiovasculaire en effet sur les pathologies cardiovasculaires, et maintenant on sait, même les cardiologues, les médecins disent c'est bon pour votre tension, c'est bon pour votre diabète, allez marcher, allez courir. Mais pour le diabète aussi, on voit qu'il y a une relation dose-intensité relativement importante là, sur le schéma en bas à droite. Et récemment, notamment cette dernière décennie, il y a eu de plus en plus d'études pour montrer que ça prévenait les cancers de manière assez importante. Donc là, ça concerne la population générale en prévention des maladies. Mais également, on va voir, par exemple, pour le cancer, on peut prendre l'exemple suivant. Donc sur le schéma de bas, c'est des personnes qui n'ont pas été atteintes d'un cancer. Et donc ça, encore une fois, pour souligner la force, si je puis dire, scientifique de la preuve, c'est une méta-analyse sur 71 études, c'est-à-dire que on prend toutes les études qui ont été faites, on élimine les études de mauvaise qualité, on prend les meilleures, on prend les 71, on prend tous les cancers et on les mélange, et on en fait des moyennes. On aboutit à peu près là-dessus, c'est-à-dire que sur le schéma de bas, donc 10 mètres heures par semaine d'activité physique, c'est l'équivalent de 3 heures de marche par semaine ou 1 heure, 1 heure et demie de course à pied. On arrive à une diminution de tout cancer confondu à peu près de 20%. Encore une fois, s'il y a des cancers, par exemple le mélanome sur lequel ça ne va pas marcher, ça veut dire qu'il y a d'autres cancers pour lesquels ça va beaucoup mieux marcher que ça. Donc déjà, on va prévenir les cancers. Et si malheureusement on a déjà on est atteint d'un cancer, on voit que entre être sédentaire ou être inactif plutôt et faire 5 à 10 heures de sport par semaine, qui va être l'équivalent à peu près de 50 mètres heures par semaine, on va diminuer sa mortalité par cancer de 50%. Dit autrement, on a eu un cancer, on ne bouge pas, on fait du sport 5 à 10 heures par semaine, on a 2 fois moins de chances de mourir de cancer.
Et ça, on imagine un médecin qui aurait ce type de thérapeutique, ça veut dire on vous donne un médicament, vous avez 2 fois moins de chances. En fait, je pense que ça s'imposerait à tout le monde. Ça s'imposerait à tout le monde. Et alors, en plus, certains médicaments ont des effets indésirables ou des effets secondaires. Mais c'est-à-dire que la personne qui serait atteinte d'un cancer qui ferait ça aurait aussi des bénéfices sur les maladies cardiovasculaires, sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, on ne l'a pas dit, mais ça diminue le risque de démence, ça améliore la qualité de vie. Et surtout, le principal symptôme qui altère la qualité de vie après un cancer, c'est la fatigue. Et l'activité physique est le meilleur garant de diminution de fatigue après les cancers. Il n'y en a pas d'autre. Du coup, on bouge, on est moins fatigué. Comme on a pu l'entendre, effectivement, le nouveau grand médicament, c'est effectivement l'activité physique. Exactement. Alors, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de prendre les médicaments que oui. Je voulais surtout pas dire. Ça ne s'oppose pas au. On a un cancer, on va voir le cancérologue. S'il nous dit de faire chimio, radiothérapie et chirurgie, il faut le faire. Oui. Ça, c'est absolument indiscutable. Ça se rajoute. C'est effectivement un écart de langage. C'est voilà, pas un médicament, mais effectivement, c'est intégré dans ces modes de vie. Pour terminer sur cette première partie, en préparant cette émission, vous avez évoqué quelque chose d'assez intéressant à souligner. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez de la VO2 max. Oui, c'est ça. Comme un truc qui peut être prédictif. En général, on ne se sent pas concerné. Par exemple, vous et moi. On va se dire, oui, bah ça, les gens, il faut qu'ils bougent un peu, il faut qu'ils mangent bien, mais bon, nous, on est jeunes, on va bien, y a pas, ça nous concerne pas. La question ne se pose pas pour nous. Bien sûr que ça nous concerne, et alors, c'est pour ça que j'ai mis cette diapo. On regarde les capacités aérobie maximales dans une population de personnes entre 40 et 60 ans, et on les sépare en quartiles en fonction des capacités maximales aérobie. Q1, c'est ceux qui ont le quartile qui a le moins bon VO2 max, donc les moins bonnes capacités aérobie. Et le Q4, c'est le quartile qui a le meilleur VO2 max. Donc le meilleur VO2 max dans une population de personnes saines, c'est l'équivalent à peu près de faire un 10 km en 50 minutes, 1 heure pour qui ça parle. Le moins bon quartile, il va alterner marche-course pour faire un 10 km. Entre ces deux populations de personnes, la morbimortalité est multipliée par 5. Et le VO2 max est le meilleur facteur prédictif de morbimortalité. C'est-à-dire que qui que vous soyez, étant médecin, si j'ai un gros dossier médical, je connais votre sexe, votre âge, votre écho-cœur, votre prise de sang, votre IRM, etc. Avec ces éléments-là, le meilleur facteur prédictif pour savoir si vous allez être malade et si vous allez mourir, c'est pas tous ces examens, c'est le VO2 max. C'est extrêmement simple, on vous fait courir, on regarde votre temps, ça prédit exactement votre risque de maladie et de mortalité. Du coup, c'est le meilleur facteur prédictif de morbimortalité. Donc chez les sujets sains, notamment sur les barres noires, et chez les sujets qui ont des pathologies, surtout des pathologies cardiovasculaires, par exemple, ou une insuffisance rénale sur cette étude, on voit qu'en fait le VO2 max est un facteur encore plus important d'accident cardiovasculaire fatal, mais sinon, voilà, c'est à peu près pareil. Donc effectivement, ce que j'entends et ce que je retiens, c'est que s'entraîner, améliorer sa VO2 max, parce qu'on peut le signaler aussi, bah, ça se travaille finalement. En s'entraînant, on l'améliore. C'est extrêmement simple. On s'entraîne, on améliore son VO2 max, on diminue sa morbimortalité. C'est ça, c'est extrêmement simple. Cause à effet direct. On améliore sa VO2 max, on améliore. Si on bouge pas, on bouge un peu plus, on bouge de manière un peu plus intensive, on s'entraîne et on diminue les maladies. Le message est relativement clair. Alors, on parle de VO2 max, on a parlé d'aérobie, de marche, de course à pied, mais finalement, dans l'activité physique, il y a aussi tout un tas d'autres choses. Il y a, par exemple, au sein de la population, on parle beaucoup aussi de renforcement musculaire. Est-ce que on le considère pareil, on le considère pas comment Alors, ça c'est vrai, on parle beaucoup de travail cardiovasculaire. Comme on dit, courir, marcher, les médecins, maintenant, ils commencent à dire aller dans le parc, marcher un peu, mettre de l'intensité. Je ne sais pas s'ils le disent assez, mais on a vu qu'il y avait un intérêt. À une époque, le PNNS parlait uniquement de 30 minutes de marche par jour. Ouais, c'est ça. Alors maintenant... Alors les nouvelles recommandations ont effectivement changé. Les nouvelles recommandations ont en effet changé. Après, on disait par tranche de 10 minutes. Maintenant, on dit que chaque minute est bénéfique. Maintenant, on dit que même se lever de la chaise est bénéfique, parce que être assis plus de 2-3 heures est bénéfique. Donc, quand on part du bas
augmenter un peu, il y a un bénéfice, et après, il y a un bénéfice quand même à augmenter, et les recommandations sont mondiales, du coup on n'incite pas spécialement à mettre de l'intensité, mais il y a même un bénéfice, par exemple pour les enfants, on dit de bouger 60 minutes par jour, et en faire plus, et encore plus bénéfique. Sachant encore une fois que malheureusement il n'y a qu'un très faible pourcentage qui répond à ces recommandations comme on l'a dit. Et le renforcement musculaire, maintenant c'est rentré dans la recommandation en effet. On dit de faire 2 séances de renforcement musculaire par semaine, et en effet il y a un bénéfice du renforcement musculaire. Si on étudie que le renforcement musculaire, on le voit sur le schéma, par exemple en haut à gauche sur la mortalité, on voit, donc en abscisse, c'est le nombre de minutes par semaine de renforcement musculaire que l'on fait. Et on voit qu'il y a un bénéfice à faire entre 3/4 d'heure et 1 heure, 1 heure et demie de renforcement musculaire. Ça diminue la mortalité. C'est à peu près pareil pour les maladies cardiovasculaires à droite. À peu près pareil, on l'a vu pour le cancer en bas à gauche. Donc que le renforcement musculaire est déjà bénéfique. Ça diminue de voilà, 10 à 20% les choses. Et pour le diabète, j'allais dire, plus on en fait, plus il y a de bénéfices. Par exemple, si on en fait 3-4 heures par jour, on va diminuer à peu près le risque de diabète. Sachant que, je rappelle, pour les patients diabétiques, si on prend des patients prédiabétiques qu'on met à l'activité physique et sportive, on a bien plus d'une chance sur 2 en fait, d'aboutir à une absence de diabète. Et plus que si on ne distribuait qu'un médicament. Oui, alors c'est pas rien, vu que c'est un enjeu très important de notre territoire. D'ailleurs, les politiques publiques vont dans ce sens, hein, mieux identifier les prédiabétiques pour les mettre, alors pour manger mieux et pour les mettre à l'activité physique. Oui, c'est ça, mais en fait tout le monde, il faudrait même pas devenir prédiabétique. On bouge tous, on va pas devenir ni prédiabétique ni diabétique. On fait de l'activité physique, on fait du renforcement musculaire et le pourcentage sera extrêmement diminué. Et puis, nous avons la chance, peut-être à La Réunion, d'être sur un territoire qui s'y prête beaucoup finalement à bouger. Oui, oui, bah, bien sûr, on peut. C'est une organisation des villes. Bouger, ça se fait dans notre milieu professionnel, ça se fait dans les transports, ça se fait dans notre quotidien. En plus, on est près de la nature. Oui, faut qu'on bouge tous. Alors, le renforcement, on peut peut-être rester un petit peu là-dessus. La recommandation, de toute façon, elle est de mélanger les deux. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre. Finalement, le mieux, c'est de cumuler les bénéfices de l'un et de l'autre. Exactement. Sur le schéma, peut-être qu'on peut montrer à l'image, on voit... donc en abscisse, c'est le nombre d'heures d'activité physique par semaine. Sur les losanges, qui sont plutôt vers la partie du haut, c'est le nombre d'heures de renforcement musculaire. Comme on a vu, au bout d'1 heure ou 2, il n'y a pas vraiment de bénéfice à augmenter. Et sur le rond et le carré, c'est les activités cardiovasculaires d'intensité modérée ou intensive. Et on voit que globalement, plus on en fait ou plus on est intensif, en fait, plus grand est le bénéfice. Mais ce qui se passe, c'est quand on regarde... Pardon, la diapo suivante qui est là. Donc c'est le nombre d'heures d'activité physique aérobie par semaine en effet. En abscisse, et les gros points noirs sont une activité cardiovasculaire exclusive. Quand on rajoute du renforcement musculaire, ce qui va être la population avec un petit point gris, en fait, on améliore le bénéfice. Donc non seulement il faut faire de l'activité cardiovasculaire, ou bien musculaire, et les deux ont un bénéfice encore supérieur, et on peut même le voir pathologie par pathologie. Donc là encore, c'est une étude qui est réalisée aux États-Unis sur plus de 400 000 personnes sur un suivi prospectif sur plusieurs années. Encore une fois, c'est relativement indiscutable. Et là, la dose d'activité, c'est les recommandations. Comme on vient de dire, 75 minutes, je le répète, d'activité physique intensive par semaine, ou 150 d'activité cardiovasculaire d'intensité modérée, et 2 ou 3 fois du renforcement musculaire. Donc que le cardiovasculaire, c'est moins 20% de pathologie. Des activités aérobie, ça va être... donc que le renforcement musculaire, pardon, c'est de 10 à 20%. Les activités aérobie, grosso modo, à peu près de 30%. Et quand on fait les deux, on diminue à peu près de 40% l'ensemble de ces pathologies. Donc c'est bien les deux qu'il faut faire. Et on voit qu'il y a une importante, plus importante encore sur les maladies respiratoires basses, en gros les pneumopathies. D'ailleurs, pendant le Covid, on peut citer le Covid puisqu'on y était tous confrontés. Avoir bougé dans les 2 ans qui précèdent 3 heures par semaine versus 0, diminuer par plus de 2 les hospitalisations, la réanimation et le risque de décès, tout facteur confondu par ailleurs. Donc déjà, on voyait que la sédentarité faisait le lit de pathologies chroniques.
Diabète, facteur de risque cardiovasculaire, obésité qui était un facteur de risque de morbimortalité dû au Covid. Mais de manière indépendante à son état de santé, rien que le fait de bouger 2-3 heures par semaine, diminuer par 2 notamment la mortalité et le risque de réa par cancer. Les complications. Ouais. Voilà à peu près l'ordre de grandeur de ces chiffres. Je crois que si on n'était pas convaincu avant cela, on ne peut que l'être aujourd'hui. Hein. Bouger, même un tout petit peu, finalement, dès qu'on bouge un petit peu, il y a un bénéfice. Et donc, il n'y a plus à se poser la question et y aller. Et ce qui est important de le souligner aussi, parce qu'on peut entendre aussi, hein, ici et là, où je ne peux pas, pour telle ou telle raison, d'état de santé ou de problématique, c'est pour tout le monde pareil, à tout âge, à tout état de santé, le bénéfice est réel. Tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. D'ailleurs, en effet, dans un peu les excuses, c'est j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, ça va aggraver l'arthrose, je crois qu'on peut le faire. Alors non, le mal de dos, alors on parle de modèle biopsychosocial, c'est-à-dire que les facteurs psychosociaux interviennent aussi dans le mal de dos, mais l'activité physique peut jouer de manière bénéfique sur ces facteurs aussi. Et pour prendre l'aspect purement biologique, alors moi qui suis médecin, j'avais presque dit en fait les examens d'imagerie, quand ils sont mal réalisés en fait aggravent le pronostic parce qu'ils peuvent avoir un impact psychologique néfaste et en fait un retentissement néfaste sur la fonction de la lombalgie. Mais en dehors de ça, le meilleur traitement physique, c'est le renforcement musculaire et notamment des muscles du dos, plus ou moins des abdos et des membres inférieurs. Du coup, c'est bénéfique. Moi qui suis médecin du sport et qui vois des sportifs, le renforcement musculaire est extrêmement bénéfique pour la prévention des blessures. On parle souvent des chaussures, des étirements, etc. qui sont d'efficacité quasi nulle. Mais le renforcement musculaire est très bénéfique si vous êtes sportif pour la prévention des blessures. Et même pour l'arthrose, la course à pied prévient l'arthrose. On a souvent des gens qui disent, et même parfois dans le milieu des professions de santé, oui, on tape dessus, on aggrave l'arthrose, ce qui est une simplification d'ailleurs fausse du problème de l'arthrose, puisque c'est un organe vivant, et en fait en augmentant les contraintes, on va avoir une sorte d'habituation de l'organe, pour faire extrêmement simple. Et ça c'est pareil, c'est une étude prospective, encore une fois, sur un suivi sur plusieurs années de 100 000 personnes. Et on les a suivis en fonction du nombre d'heures de marche ou d'heures de course à pied qu'ils faisaient par jour. Donc par exemple sur la colonne de gauche, c'est des gens qui marchaient moins de 30 minutes par jour ou qui faisaient moins de 10 minutes de course à pied par jour. Et sur la dernière colonne, des gens qui faisaient plus d'une heure de marche par jour ou plus de 45 minutes de course à pied par jour. Et c'est le même équivalent énergétique, ils dépensent autant en marche qu'en course à pied. Et on voit que plus on marche jusqu'à 1h30 par jour, plus on diminue le risque d'arthrose. Et si ce même équivalent énergétique, on le fait en courant, c'est-à-dire qu'au lieu de marcher 1h30 par jour, on court 45 minutes par jour, on diminue le risque d'arthrose. On a moins de symptômes, on a moins d'arthrose radiographique et à la fin on a moins de prothèses. Par exemple sur les prothèses de hanche, l'équivalent de 45 minutes de course à pied par jour, c'est 2 fois moins de prothèses de hanche. Donc en fait, la course à pied prévient de l'arthrose. Contrairement à ce qu'au finalement on peut entendre. Hein. Oui, contrairement à l'ensemble des choses fausses. On finit par avoir de l'arthrose. On est vraiment fait tous pour bouger, il faut qu'on bouge beaucoup plus. On est dans une société où on ne bouge pas, on en est malade, il faut qu'on bouge tous. Ouais. Je crois que c'est un peu le message à retenir sur cet épisode. Hein. Nous avons 2 épisodes qui viennent où les questions suivantes, c'est maintenant comment on s'y met. On accueillera d'autres invités pour parler de motivation, comment on réussit. Parce que beaucoup ont essayé de se dire ça y est, je m'y mets. Et puis souvent ça ne tient pas. Donc on va se poser la question des mécanismes qui fait que ça tient ou ça ne tient pas. Et puis comment on accompagne ceux qui ont des facteurs de risque ou pour qui sont plus fragiles, qui ont des pathologies et des dispositifs qui sont là pour les accompagner. Peut-être un dernier mot, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, on a parlé beaucoup des questions finalement physiques et biologiques, mais on en a parlé aussi dans la préparation de l'émission, même d'un point de vue psychiatrique, il y a un intérêt sur l'activité physique. Oui, ça, on en a parlé pour le syndrome dépressif, qui est probablement une des meilleures choses pour, déjà même pour améliorer le bonheur. Hein. On peut partir de quelque chose de haut et encore améliorer. Il y a eu des études qui ont été faites chez des patients en fait, qui se sentaient heureux, on leur demandait pourquoi. Alors certes, il y a les composantes de l'entourage, les composantes professionnelles, mais l'activité physique et sportive fait partie des choses qui rendent les personnes heureuses. Dans les études qui s'attachent à regarder quels sont les facteurs qui préviennent les symptômes dépressifs, l'activité physique paraît en premier. Pour la dépression,
Encore une fois, l'activité physique et sportive est au moins aussi efficace que les thérapies de psychothérapie et médicamenteuses. Et quand on est atteint de pathologie psychiatrique aussi, il y a un important bénéfice, ça va plus concerner les psychiatres, à pratiquer une activité physique et sportive pour la plupart des pathologies psychiatriques, névroses, psychoses. Et ça prévient, ça commence à être connu aussi, on commence à le dire, très très bien les démences, notamment la maladie d'Alzheimer. Enfin, très bien. En tout cas, c'est le meilleur traitement puisque malheureusement la médecine n'est pas très très efficace au niveau médicamenteux. Mais la médecine, ou en tout cas l'état de santé, dépend bien sûr de notre mode de vie et notamment pour les démences, l'activité physique et sportive est sûrement le moyen le plus efficace. Oui. Alors moi, je retiendrai, finalement, sur cette émission, l'activité physique, un ingrédient du bonheur. Merci pour la formule. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Certainement, on vous réaccueillera bientôt pour aller plus loin sur ces sujets. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt dans les causeries qui vont suivre dans cette série. On va accueillir Éric Lacroix, Chantal Verkint et on va continuer à évoquer ces sujets de l'activité physique, de la santé, de la sédentarité. Merci beaucoup, à très bientôt. Thank you.